Mardi 18 mai 2021. Les Champs Libres à Rennes ont fermé leurs portes depuis 200 jours. Au deuxième confinement, fin octobre 2020. Seule la bibliothèque est restée accessible en jauge réduite et sans possibilité de s'asseoir. Mais dans une semaine, l'emblématique bâtiment qui abrite aussi le musée de Bretagne et l'espace des sciences va de nouveau accueillir du public, avec de nouvelles expositions, de nouvelles modalités, un nouvel accueil. Il reste 7 jours pour relancer la machine et les directeurs ne sont pas stressés. Je pense que tout est prêt pour mardi. En fait, en un an, on a gagné une agilité de folie. Parce que même par exemple fermer l'équipement, le 16 mars dernier, en 2020, c'était pas la panique, mais il faut penser à beaucoup de choses et on n'était pas prêt. Maintenant, on sait fermer l'équipement en 1 heure, quasi, et on sait le réouvrir assez vite. Vraiment hyper important de se rappeler la gratuité de l'abonnement à la bibliothèque. Au même moment, au premier étage, les futurs agents d'accueil embauchés par un prestataire extérieur sont en formation. La distribution d'audioguides, donc il y aura plus de 40 des cordons. Ils doivent connaître tout ce qui est proposé pour les groupes, pour le grand public, les horaires d'ouverture des différentes entités, les services qui sont en place. Évidemment, comment circuler dans les espaces et comment profiter au mieux des expositions. Les Champs Libres auraient pu réouvrir une semaine plus tôt, mais le timing était trop serré entre le recrutement et la formation de ces agents. Un décalage de quelques jours qui s'explique par une autre raison. Une partie du personnel des Champs Libres est mobilisée pour gérer l'accueil et la logistique du centre de vaccination du Liberté. Et donc, on ne peut pas abandonner alors qu'on est en train de doubler et tripler le volume des personnes vaccinées. On ne peut pas déserter le centre de vaccination. Les Champs Libres, bonjour. C'est pour quel établissement? Ah oui, après tout est pris déjà. Là, ça a été pris d'assaut. Hein. La réouverture des Champs Libres est très attendue, notamment par les enseignants. Oui, du coup, j'ai eu Delphine Gallois ce matin. Corinne Poulain vient de prendre connaissance du protocole de l'éducation nationale pour la visite de classe dans les équipements culturels de la région. Ce qui va sans doute se passer, c'est que l'éducation nationale va proposer des demi-classes. Ça a quoi comme sens d'avoir des demi-classes alors qu'ils sont en classe tous ensemble? Quand ils circulent sur le parcours du musée, c'est plus difficile. En fait. Ils vont être plus serrés et du coup... Oui, mais nous, ils sont jamais en groupe de 30. Moi, je pense que le problème qu'on va avoir à gérer, c'est juste qu'on ne va pas avoir assez de créneaux aujourd'hui. Oui, nous, il n'y en a déjà pas beaucoup pour le musée. Ouais. Le musée s'apprête enfin à ouvrir au public l'exposition Face au mur, installée depuis plus de 6 mois, mais qui n'a pas encore vu l'ombre d'un visiteur. Le graphiste qui a réalisé l'affiche vient modifier les dates sur les visuels de l'expo. On va essayer de les vandaliser proprement, ouais. Ça fait partie des surprises un peu du confinement-déconfinement. Du coup, je trouve l'idée assez cool de pas forcément réimprimer ou de recoller un truc très propre, mais du coup d'essayer de corriger à la main comme c'est dans l'intention aussi de l'exposition, de ce qu'on trouve à l'intérieur. Face au mur explore 20 ans de graphisme engagé. C'est pas souvent qu'on peut avoir ce genre d'expo à Rennes. Ça aurait été vraiment dommage qu'elle reparte sans être vue par le public, quoi. Heureusement, de l'exposition, on a réussi à la prolonger, ce qui n'était pas du tout gagné au départ, parce que c'est quand même des documents d'art graphique. Les documents graphiques, souvent, on les présente 3 mois. Donc ça a nécessité, on les a protégés, on les a mis sous cloche, dans le noir complet, quasiment pendant 6 mois. À quelques jours de la réouverture, les directrices des Champs Libres et du musée de Bretagne ont invité les journalistes de la presse locale à découvrir en avant-première une seconde exposition événement. On est à votre disposition pour toutes les questions. Donc là, c'est l'exposition western. Celle du photographe Stéphane Lavoué, très heureux de pouvoir enfin dévoiler ses portraits après plusieurs reports dus à la crise sanitaire. Bien sûr, j'ai vécu dans l'angoisse cette année écoulée du décrochage de l'expo à peine accroché, quoi. Et finalement, je suis bien content de la partager avec tout le monde. C'est dans la salle Anita Conti, quasiment plongée dans le noir, que le photographe a choisi de présenter une trentaine de photos, mises en valeur par un simple halo de lumière. Des portraits saisissants, bouleversants, de bigoudins anonymes
encadrés par les menuisiers de l'atelier du musée qui ont suivi les consignes de scénographie imaginées par Stéphane Lavoué, car ici, rien n'est laissé au hasard. J'avais envie qu'on pénètre dans cette salle, qu'on démarre un grand voyage, qu'on soit dans une bulle, presque dans une bulle spatio-temporelle. Et la scénographie souligne ces éléments-là, quoi. Une scénographie millimétrée, installée depuis plusieurs semaines et qui n'attendait que les visiteurs. Mais les équipes de montage du musée de Bretagne ont encore une expo à installer. En extérieur, sur la grande terrasse du bar des Champs Libres. Des photos de surfeurs signées Valentin Figuier qui découvrent le tirage très grand format imprimé pour l'occasion. C'est toujours différent que de voir sur l'ordinateur ou sur les téléphones. Tu vois des défauts bien sûr? Il y a des petits détails qu'on remarque pas à l'ordinateur avec les tirages. Genre C'est genre des petits points où en fait je croyais que c'était une tâche du tirage, mais en fait non, c'est un éclairage de lumière. Au sous-sol des Champs Libres, les historiennes archivistes ne connaissent pas le télétravail. Depuis février, le musée a débuté un gigantesque chantier de numérisation de sa collection photographique, la plus importante de Bretagne. Nous avons été autorisés par la collectivité à continuer les grands chantiers de collection, qui sont des chantiers techniques, qui ne peuvent pas bien sûr se faire à distance en télétravail, puisque les fonds sont vraiment conservés chez nous. Et puis ce qui est aussi très important, c'est de ne pas avoir mis en péril les activités économiques qui gravitent autour du musée, et notamment l'emploi, puisque dans le cadre de chantiers comme cela, ce sont des entreprises que nous employons pour faire en effet ce travail. 6 ans pour numériser 500 000 négatifs sur plaques de verre, nitrate de cellulose ou sur tirage papier, datant de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 80. Des boîtes entières de documents provenant de studios de photographes professionnels, de greniers de famille ou de donations faites au musée. Certaines photos ne sont jamais sorties de leur carton et n'ont jamais vu la lumière. Donc chaque négatif a été dépoussiéré et placé dans une petite pochette de papier neutre pour permettre la conservation, et dans des boîtes aussi qui sont adaptées à la conservation longue durée. Entre les mains de ces archivistes, des milliers d'histoires bretonnes, familiales et intimes, comme dans cette boîte retrouvée chez un photographe rennais. Là c'est le photographe, s'appelle Ledan. Il structure un peu ses photos quand même, on voit des jeux sur les ombres, c'est quand même des poses un peu plus travaillées. Il y en a des un peu plus marrantes comme ça. Il y avait aussi des animaux parfois. C'est un peu toutes les étapes de la vie des gens. Jusqu'à même des photos, ce qui se faisait beaucoup, les photos de morts. On a énormément de photos de bébés ou d'enfants morts, les veillées mortuaires, on en a beaucoup. Une fois numérisé, tout le monde peut accéder à ces précieuses photos grâce au site du musée de Bretagne, sur le portail des collections au partage. À l'Espace des Sciences, on ne s'est pas non plus ennuyé durant la fermeture imposée par la crise du Covid. C'est assez exceptionnel de voir la salle ainsi vide, mais il nous semblait important de renouveler et de profiter justement de cette fermeture pour vider la salle, concevoir une nouvelle exposition. L'exposition sur la biodiversité, tous vivants, tous différents, était en place depuis 2012. Christopher suit donc depuis plusieurs mois la fabrication des structures de la prochaine expo permanente intitulée « L'incroyable cerveau ». Et vous voyez un certain nombre de photos de ces structures métalliques qui viendront prendre leur place très prochainement, qui font penser à un vaste réseau neuronal. L'idée, c'est de mêler à la fois l'univers de la fête foraine, du cirque, de la magie. Au rez-de-chaussée, la pandémie a mis un coup d'arrêt à une autre expo événement consacrée au feu. On a eu moins de 6000 personnes à la visiter. Et donc, on a préféré la prolonger jusqu'au début de l'année prochaine. Et pour réouvrir le laboratoire de Merlin réservé aux enfants, il a fallu imaginer un nouveau protocole. Car ici, on touche à tout. On leur distribue un petit stylet
Il y a un animateur en permanence et du personnel pour désinfecter après chaque séance. Puisque l'idée, c'est qu'il y a des concepts qui ne rentrent bien dans le cerveau qu'à travers le bout des doigts. C'est pas de moi, c'est de Claude Bernard. À 4 jours de la réouverture publique des Champs Libres, Thierry de la Régie Technique parcourt le bâtiment en long et en large. On peut pas le redresser, c'est le téléphone que tu redresses. Donc je te l'ai redressé hier soir. Ah, tu regardes et puis tu me diras. Ah, d'accord. Je suis assistant technique, donc en fait je dépanne tout le monde. Voilà, dès qu'il y a un truc qui coince, qui grince ou qu'on ne sait pas faire. Voilà, en général on nous appelle pour qu'on vienne dépanner. Tu vois, l'exemple tout de suite c'était le collègue qui arrive pas à régler son téléphone. Bah bouge pas, je passe ce soir, j'ai qu'à le régler quoi. Donc voilà. Son support de tablette c'est moi qui lui ai fabriqué. Voilà. Au premier confinement, Thierry a dû rester chez lui 9 semaines. Il a mieux vécu le second. Comme il n'y avait pas grand monde, on pouvait travailler, il n'y avait pas de risque de contamination ou de quoi que ce soit. Puis il y avait un protocole qui a été mis en place très vite ici et qui a été très efficace. Il n'y a jamais eu de cluster ici, donc c'était plutôt pas mal. Donc pour le moral, c'était pas plus mal. Le bâtiment des Champs Libres est un équipement complexe sur le plan technique. Pas facile à chauffer, à ventiler, éclairer, modifier ou sécuriser. Il a fallu du temps à Thierry pour apprivoiser ce monument. Non, c'est extrêmement compliqué parce que du fait de sa forme, du fait de ses multitudes de fonctions, donc c'est compliqué à entretenir, c'est compliqué à surveiller, c'est compliqué dans tous ces domaines. Mais c'est aussi ça qui le rend attachant aussi. Hein, donc voilà, c'est que il n'y a pas de routine ici, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de routine, on s'emmerde jamais quoi. Donc. Et Thierry a parfois relevé de sacrés défis, comme sur le toit terrasse entre la pyramide inversée et le dôme du planétarium. C'est normalement un endroit qui n'était pas dédié du tout à faire quoi que ce soit. Et puis, une année, on a eu un directeur qui a eu l'idée de faire des expositions sur ce toit-là. Donc il a fallu créer toute une triangulation en IPN d'acier pour répartir la charge et de façon à venir déposer ensuite l'œuvre de Vincent Mauger, là pour le coup. C'est qui était faite en caissette métallique et qui semblait être quelque chose tombé du ciel et qui dégoulinait le long du bâtiment. Contrairement au premier confinement, les bibliothèques ont pu rester ouvertes durant ces 7 derniers mois, à condition d'interdire la position assise. Il a donc fallu retirer les fauteuils et les chaises à tous les étages de la bibliothèque. Mais Malik Diallo compte bien les réinstaller mardi 25 pour la réouverture. Un pas de plus vers un retour à la normale, comme pour l'arrêt de la quarantaine pour les livres. C'est-à-dire qu'au premier déconfinement, on ne savait pas complètement comment circulait le virus. Donc, pour assurer un maximum de sécurité sanitaire, tous les ouvrages, quand ils étaient rendus par le public, étaient mis en quarantaine pendant 10 jours, puis pendant 3 jours. Et au fur et à mesure des connaissances scientifiques qui avancent sur la circulation du virus, qui concluent que c'est plutôt par aérosol et moins par transmission sur des supports, aujourd'hui on a complètement supprimé cette quarantaine. Les agents des bibliothèques assurent à tour de rôle l'accueil, le conseil, la mise en rayon ou encore l'équipement des ouvrages. Au milieu de ce long couloir, dans ce bureau par exemple, il suffit de quelques secondes pour plastifier un nouveau livre. Joli. Merci. Chaque document est équipé d'une puce. Là, en l'occurrence, c'est des puces qui sont assez grandes hein, sur les documents papier. On fait les prêts et les retours de façon automatique. Et l'antivol, éventuellement, quand c'est pas désactivé. Ouais. Souvent, moi, les expériences de vol que j'ai en bibliothèque, c'est très ciblé. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'amuse à voler plein de trucs. Je sais qu'à un moment donné, il y avait des collectionneurs de BD qui écumaient les bibliothèques, qui cherchaient les éditions originales. Ouais. Des BD, il y en a au 4e étage de la bibliothèque, récemment réaménagée, à la grande satisfaction du nouveau directeur. Donc l'idée, c'était un peu de repenser l'accueil. Vous voyez, quand on arrive, les banques d'accueil sont un peu différentes par rapport aux autres étages. Et puis d'avoir un lieu vraiment beaucoup plus convivial, beaucoup plus chaleureux, avec un côté un peu sympa aussi des plantes, un peu dans tout l'étage. Plus aérée, plus ouverte, plus chaleureuse, la bibliothèque des Champs Libres se transforme peu à peu. On présente, on va dire, beaucoup les collections différemment. Nous, c'est ce qu'on appelle le facing dans le jargon, c'est-à-dire c'est un peu de la présentation d'ouvrages, comme en librairie par exemple, vous voyez. C'est-à-dire que ça donne envie de lire quand on voit les couvertures, etc. Si on a les livres que comme ça,
c'est un peu moins appétissant. Alors on ne peut pas tout présenter à plat, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'éditorialiser, en fait, de ne pas juste avoir un stock de livres statique, mais vraiment d'avoir quelque chose de dynamique qui donne envie. Et au Champ Libre, on ne manque pas d'idées à la bibliothèque. Au 3e étage, les bibliothécaires ont installé une bouturothèque en libre service. Et en attendant les travaux du pôle musique, ils ont transformé les toilettes en toilettes de bar, avec inscription libre et autocollant. Et durant la crise sanitaire, les agents se sont adaptés à la demande accrue d'accès à Internet et aux équipements informatiques. Et donc ici, là, tout ce qu'il y a ici pour l'instant au rez-de-chaussée de la ville du citoyen, c'est uniquement pour de l'accès à Internet. On a consacré 2 postes uniquement à l'accompagnement aux démarches en ligne des usagers, type la CAF, Pôle emploi, mais aussi les caisses de retraite. Et puis là, dernièrement, comment on fait pour réserver un créneau de vaccination? Il y a des gens qu'on a aidé à faire un CV, par exemple, et qui reviennent nous voir pour nous dire qu'ils ont eu le job, et ça, c'est plutôt chouette. Dans le grand hall, Thierry installe les plexiglas de l'accueil qui a changé de place. Une première étape vers un réaménagement total de cet espace stratégique. Alors aujourd'hui c'est un peu vide parce que le projet il n'est pas encore abouti. Là on a juste démonté la banque d'accueil, on l'a coupée en 2, on l'a poussée au bout du mur, ne serait-ce que pour retrouver les volumes et l'espace. Le bâtiment des Champs Libres a été inauguré il y a 15 ans, mais l'architecte Christian de Porzenparc a commencé à travailler sur le projet en 1992. À l'époque, on parlait du NEC. Cela fera 1 an à l'automne prochain que des palissades encerclent ce qui fut la gare routière de Rennes. Le chantier du NEC, le nouvel équipement culturel de l'agglomération rennaise, devrait durer 2 ans et demi et mobiliser une quinzaine d'entreprises. La force de ce truc, ça serait que on voit dans le projet chacune des institutions bien lisibles. Et non une grande maison, une grande boîte où on rentrerait, on vous dirait dans le hall, le musée c'est au 3e. Il y avait un choix, une intuition de Porzenparc qu'on trouvait intéressante, c'était dans le choix des matériaux. Le granit, le béton, l'ardoise et le schiste. Et en même temps tout ça s'est fait à une époque où on pouvait se permettre du fake. C'est-à-dire le granit est chinois, les ardoises c'est pas des ardoises, c'est du zinc. Le schiste rouge en façade, c'est pas du schiste, c'est du béton teinté. Aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, hein. On se dit c'est plus possible. Et pourtant, cette idée, elle était intéressante, de travailler sur les matériaux, donc jouons avec ça. La mission relooking du rez-de-chaussée a été confiée à l'architecte designer Guénolé Jézéquel. Au milieu, on va mettre une grande table qui va être un peu la table où on peut s'installer pour travailler, où on peut s'asseoir et regarder l'ensemble des activités des Champs Libres. D'un coup, que ce mobilier permette d'accueillir une exposition, que la grande table permette d'installer une scène de concert ou de faire un plateau radio, etc. Enfin, les mobiliers qu'on fait, ce pas des éléments mobiliers standards, c'est-à-dire qu'ils sont un peu exceptionnels dans le sens où on va ramener par exemple de la terre crue, notamment du pisé. Une création originale qui va prendre plusieurs mois. En attendant, Benjamin a 2 semaines pour créer du mobilier provisoire dans l'atelier des Champs Libres. Dans le hall, il y a un grand vide. Et là, on va mettre un banc de 4 mètres de diamètre avec des arbres au milieu. C'est vrai que notre boulot, nous, c'est de faire en sorte que des fantasmes d'ingénieurs, d'architectes deviennent réalité, en fait. C'est vraiment un métier plein, quoi. Mardi 25 mai, il est midi. Après 7 mois de fermeture, le musée de Bretagne est enfin accessible au public. À l'espace des sciences, les enfants se lancent dans de grandes expériences. Et à la bibliothèque, on peut à nouveau s'asseoir pour lire ou travailler.